Bonjour à toutes et à tous. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, mercredi 30 novembre. Noël approche à grands pas. Georges Kuzmanovic, je vois que ça illumine vos yeux quand je dis Noël. Oui, j'ai 3 filles. C'est sûrement la plus belle période de l'année. Président de République Souveraine, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Bonjour Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour à vous. Tous. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique. Bonjour à vous. Alors les affaires autour d'Emmanuel Macron, vous l'avez vu, on en a un petit peu parlé hier, Caroline Cayeux et sa déclaration sous-estimée de son patrimoine, Alexis Collère qui lui est mis en examen, il y a les affaires McKinsey, bref, beaucoup d'affaires autour du président de la République qui lui est aux États-Unis. Il fait des affaires. Oui, je ne sais pas très bien pourquoi, on l'a aussi évoqué hier, mais on se demande un petit peu à quoi sert cette visite. Décaler le sèche-linge et baisser les plaques pour éviter les coupures d'énergie. Alors j'ai beaucoup ri avec les réactions des internautes parce que décaler le sèche-linge, ils disaient j'ai pas de place pour le pousser, baisser la plaque mais je vais me faire mal au dos. Enfin bon, c'est encore sur l'infantilisation des messages gouvernementaux et puis le masque obligatoire dans les transports. Peut-être en tout cas la première ministre insiste sur ces masques qu'il faudrait remettre puisque l'épidémie est de nouveau bien présente. Tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons peut-être avec Nicolas Corato et cet article que j'ai lu moi aussi ce matin dans la presse. Oui, je pense que comme on arrive à la période de Noël, on va essayer de se focaliser sur des bonnes nouvelles. Il y en a tellement de plus désespérantes. C'est à propos de la recherche sur le sida. Plutôt une bonne nouvelle qui est annoncée ce matin. Un professeur qui est très connu, qui est l'ancien directeur de l'INSERM, Yves Lévy, qui a créé une biotech qui s'appelle Linkivax, annonce qu'il rentre en phase 3 d'essai d'un nouveau vaccin contre le sida. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida, que ça fait 40 ans que la recherche, malheureusement, ne trouve pas la solution. Et qu'apparemment, ce vaccin, qui s'appuie sur une nouvelle technologie... Alors, je ne suis pas du tout un expert, moi, mais j'ai lu ce que vos confrères disent dans les journaux. En gros, nous avons des cellules qui s'appellent les cellules dendritiques. Nous en avons dans la bouche, sur les muqueuses, dans les bronches, et elles reconnaissent les virus qui arrivent dans l'organisme, les rhumes, les petits virus, les bronchites, etc. Et elles sécrètent automatiquement une forme de reconnaissance du corps qui va développer des anticorps immédiatement. Et finalement, en travaillant sur ces cellules, il arrive à les titiller, entre guillemets, avec le virus VIH pour générer une réponse immunitaire. Et apparemment, cette réponse immunitaire, en phase 2, fonctionne. Elle fonctionne sur des sujets qui ne sont pas infectés par le VIH, mais qui pourraient demain, s'ils étaient en contact avec le virus, réagir de manière immunitaire. Et donc, ils rentrent en phase 3. La phase 3, c'est de confronter cette recherche avec des populations à risque qui sont très, très exposées au virus et de voir effectivement si cette réponse immunitaire débouche. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle à 3 titres. D'abord parce que... vous appelez titiller le... c'est-à-dire qu'en fait... C'est un vaccin, c'est quoi titiller avec quoi pour susciter des réponses immunitaires? On vous injecte finalement un vaccin qui va utiliser, qui va mettre en stimuler, pardon, voilà exactement, je cherche le mot. Donc, j'étais sur titiller parce que c'est déjà Noël, mais ce qui va stimuler ces cellules pour effectivement, lorsqu'elles seront en contact avec le VIH, qu'elles puissent réagir et travailler à la génération d'anticorps spécifiques. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. C'est la recherche française. On s'est beaucoup plaint, on a beaucoup regretté ces dernières années que, en matière de vaccination, et j'aime beaucoup le dire, y compris sur cette antenne, la recherche française n'était peut-être pas à la hauteur des espérances ou de l'attente. Là, c'est une société française qui développerait donc on croise les doigts. Mais je trouve que c'est un bon signal et qui est aussi envoyé. Je rappelle que le sida tue encore aujourd'hui près de 700 000 personnes par an et dans le monde, ce qui est colossal. Oui, mais alors question, on a vu ce qu'il en était des anti-vax en plein milieu d'une épidémie qui tuait des gens. Le sida, heureusement, est quand même une maladie rare. Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où on trouve un vaccin, on va vacciner toute la population contre le sida? Non, vous vaccinez... qui vous
comme la fièvre jaune, si vous allez en Afrique de l'Ouest, où vous avez la fièvre jaune. Oui, mais le sida, c'est où? Sauf qu'aujourd'hui, 50% des contaminations concernent des femmes. Alors c'est vrai que ça concerne beaucoup les femmes d'Afrique, de Guyane, enfin voilà, c'est sur en ces fièvre femmes-là. jaune, vous voulez dire? Non, en sida et les jeunes. Il y a une recrudescence. Moi, j'ai assisté avant-hier à un dîner de gala pour justement lever des fonds, et c'était sur plus que la recherche cette fois-ci. Cette association Link, c'est sur de la prévention, parce qu'on ne sait plus. Les jeunes aujourd'hui, vous leur posez la question sur la transmission, ils ne savent pas. J'ai ma fille, un ami de 30 ans qui a contracté, qui est séropositif. Donc c'est, alors certes homosexuel, mais il n'en reste pas moins que c'est une maladie. Donc on va peut-être commencer par vacciner effectivement les populations à risque. Moi j'ai appris au cours de cette soirée que quand on est traité, quand on prend des médicaments pour le sida, on n'est plus contaminé, on n'est plus contaminant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rapports sexuels en étant séropositif. Donc il y a des progrès qui ont été faits, il y a de la prévention à faire aussi. Donc oui, peut-être rare, mais reste encore. Et il y a 2 ou 3 ans, l'OMS a reconnu Cuba comme le premier pays à réussir à 100% la non-transmission du virus du sida d'une maman qui est séropositive à son bébé. Oui, mais c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai, et c'est vrai. Stéphane nous dit on va avoir une pleine brouette d'antivax sur cette bonne nouvelle. Oui, absolument. Et effectivement, moi je suis sidérée de voir les ravages qui ont été faits par les antivax, parce que le vaccin, il faut le rappeler, a été un bienfait dès sa création. Mais est-ce que c'est les ravages qui ont été faits par les antivax, ou est-ce que c'est les ravages qui ont été faits par ceux qui ont mélangé un vaccin qui n'avait jamais été éprouvé et qui avait été élaboré en quelques mois avec voilà. Alors, et qui ont considéré que vous savez qu'il est faux. Non, il n'est pas faux du tout. Et il faut pas mélanger des gens qui sont des antivax et qui sont effectivement dangereux et des gens qui se sont opposés à la vaccination obligatoire sur le Covid, qui était quand même quelque chose de très spécifique. Donc, je suis un peu d'accord. Mettre tout le monde sous le chapeau de l'antivax, c'est refuser complètement le débat sur l'obligation de ceux qui manifestaient étaient très anti-vax. Et c'est juste, mais dans ce qui a fait des dégâts considérables sur la vaccination, c'est de rendre obligatoire un vaccin qui n'avait, on le sait aujourd'hui, aucune utilité réelle dans la transmission. Non, je parle de la transmission. Je parle de la transmission, Valérie. Je ne parle pas des affections graves, effectivement, et du fait que ça ait pu limiter. Mais en l'occurrence, ce qu'on a fait avec le vaccin anti-Covid, ça a décrédibilisé complètement le système de la vaccination et la recherche, effectivement, sur le sida, qui est hyper important. Par le discours des antivax, pardon, ce vaccin, de dire que ce vaccin n'était pas abouti. Moi, je ne suis pas anti-vax, Valérie, et je suis anti-vaccination obligatoire sur le Covid. Et je ne suis pas dans l'anti-vax, pardon, je suis vacciné, j'ai fait vacciner mes enfants. Mais pourquoi? Mais parce que ce vaccin... Mais de quelle source vous tenez ça? C'est ça est-ce que vous pensez qu'on va dire... Il y a quand même des sources scientifiques qui commencent. Et autour de vous, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens vaccinés qui n'ont pas chopé le Covid? Non, mais beaucoup de gens qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas fait de forme grave. Mais c'est pas vrai. On va pas faire de la philosophie de comptoir, pardonnez-moi, mais simplement un petit échantillon représentatif de toutes les personnes que je connais qui ont eu le Covid, et il y en a beaucoup. Il y en avait plus qui étaient vaccinés que pas vaccinés. Mais arrêtons de raconter n'importe quoi sur ce sujet-là. C'est pas n'importe quoi, mais c'est compliqué. C'est pas un avis. La science n'est pas un avis. Il y a un vrai... Non, bien sûr, la science, c'est pas un avis, justement. Et il y a un vrai problème. Il n'y a pas de science là-dessus. Moi, j'ai plutôt défendu le vaccin. Moi aussi, mais... Et là, on se retrouve dans une situation où certains réels anti-vax sont nourris par les gouvernants. Oui. Comme ça a été dit. Bien sûr. Malheureusement, nourris par ceux qui nous gouvernent. C'est comme la numéro 2 de Pfizer qui va à une commission au Parlement européen, donc on n'est pas chez les anti-vax, et qui dit, bah oui, ça ne protège pas de la transmission. Ça, c'est vrai. Mais c'est incontestable. Sauf que... On n'a jamais dit que ça protégeait de la contagion. C'est pour ça que ceux qui le refusaient n'étaient plus acceptés à travailler comme infirmiers. Parce que si vous le transmettez, c'est un problème. Ah oui, d'accord. Oui. C'est pour ça qu'ils étaient exclus. Voilà. Or, si vous exact. de toute façon, et un vrai vaccin. Moi, je suis parti récemment en Afrique et j'ai emmené une de mes filles. Je l'ai vaccinée à tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on peut. Voilà, je suis pour les vaccinations. Mais quand vous êtes vacciné contre la fièvre jaune, non seulement vous l'attrapez pas, mais vous la transmettez pas. C'est ça un vaccin. Oui. Et puis une dernière chose, ce gouvernement a fait quand même quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il a rendu, on était à 7 vaccins obligatoires pour les enfants, il en a mis 11. Très bien. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a modifié la loi. Avant, quand vous ne vacciniez pas vos enfants, vous subissiez
des sanctions extrêmement graves, allant jusqu'à la prison, 50 000, 75 000 euros d'amende. C'est plus le cas du tout. Ce qui fait que on a des gens qui ne vaccinent plus ou font des fausses attestations pour leurs enfants sur la rougeole, sur des vaccinations de base, dont la prévalence augmente dans notre pays. Bien et ça, c'est un vrai problème. Bien sûr. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on continue. Vous avez soulevé le vaccin, ça c'est dingue parce qu'il y a quelques reparlerai années, de la recherche scientifique à chaque fois que je viendrai. Voilà, c'est bien. Voilà, je fais un teasing. Mais c'est important. Un auditeur me dit l'ARN messager ou acide ribonucléique messager est une technologie dont le développement remonte aux années 90. C'est en cela, Pascal, quand vous dites on a fait un truc comme ça, c'est une technologie qu'on connaissait. Donc, la technologie, oui, mais le vaccin en lui-même, non. Et ensuite, je rappelle qu'il y avait des vaccins qui n'utilisaient pas cette technologie. Mais en plus. est-ce que vous pensez réellement que des États, des laboratoires ils font ce qu'ils peuvent, Valérie. Non mais allez, on va pas continuer. C'est un sujet passionnant. Pascal, justement, on change de sujet complètement. Coup de cœur. Ça a retenu votre attention. Un petit coup de cœur parce que j'étais très content comme Noël approche de pouvoir offrir un jeu à ma belle-mère qui est Antifa et le jeu Antifa et tout d'un coup je suis scandalisé et effaré de voir que la Fnac sous la pression de groupes d'extrême droite décide de le décommercialiser, voilà, déréférencer. Merci Sophie. Et donc je suis effaré parce que je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à ma belle-mère à Noël. Et alors pour être un peu plus sérieux, ce jeu qui est ironique, disons-le, précisons, parce que le second degré. Et j'embrasse ma belle-mère, bien entendu. Mais ce jeu, pour être un petit peu plus sérieux, ce jeu qui est effectivement assez amusant et vraiment sans grande malice et sans danger. Breaking news, la Fnac vient de le remettre en vente. Donc c'était ça mon coup de cœur, c'est effectivement que mais qu'est-ce que c'est que pardon, mais alors c'est un jeu qui effectivement. On va vous l'offrir, Sophie. C'est un jeu de société dont je trouve le principe extrêmement marrant. Et comme on référence Mein Kampf à la Fnac, et je trouve ça très bien, je vois pas pourquoi on référencerait pas ce jeu Antifa. Moi, je suis, vous le savez, pour la liberté d'expression la plus totale, et je pense que c'est pas par l'interdiction, mais par l'éducation et par l'information qu'on arrive à nos fins. Alors, je suis certainement débile, mais qu'est-ce que c'est un jeu Antifa ? C'est un jeu où vous apprenez. Un jeu de société, voilà. Où vous apprenez, vous apprenez à monter des actions, mais des actions non violentes, etc. En réponse, effectivement, ou à des. C'est un jeu comme un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local en mettant en place des actions qui vont vous demander du temps, des moyens et un peu d'organisation. C'est une sorte de monopoly de la résistance et de la lutte contre le fascisme. Active mais non violente. Voilà, parce que effectivement, après examen, ce jeu s'avère totalement inoffensif. Voilà. Et moi, c'est sur le principe même, vous l'aurez compris, que je milite. En l'occurrence, c'est sur le fait de déréférencer un jeu de société à la Fnac sous prétexte que deux ou trois mouvements d'extrême droite font pression. Voilà. Et puis, vu que les Sleeping Giants, qui sont un groupe de pression assez important, qui réussissent à faire pression sur les annonceurs pour qu'elles retirent leur publicité parfois de C8 sur certaines émissions où il y avait Éric Zemmour ou encore Valeurs Actuelles qui s'est retrouvé en grande difficulté avec des groupes de pression. Pardon, Georges. Oui, quand on a le Monopoly qui existe depuis un siècle, c'est quand même un jeu qui consiste à écrabouiller tous les autres, à prendre tout leur argent, avoir des gros hôtels. Et le prix de la rue de la Paix, quand on veut les hôtels particuliers, ça doit être interdit par. Georges, coup de gueule. Oui, alors moi c'est sur la visite. On a des dirigeants qui sont vraiment hors sol, et là c'est Madame Anne Hidalgo, donc qui est en débat, je crois à Bruxelles, et elle parle à Monsieur Klitschko, qui est le maire de Kiev, et elle lui explique dans un anglais du style de Raffarin, qu'on ne comprend rien. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Vous voulez qu'on l'écoute ? On va l'écouter comme ça, on va pouvoir commenter. Écoutez Anne Hidalgo hier. Our cities
Paris, maybe in the transformation of the infrastructure to go from car to bicycle is very interesting because it's a new model. Le vélo à Kiev, c'est ça? Oui, non, mais ça, c'est le truc. Alors, oui, ça c'est bien. C'est les beaux entendre son nom. Et là, bon, on a le ridicule de l'anglais. Oui, mais bon. On a des personnels politiques qui veulent singer, qui parlent anglais. Donc, visiblement, elle ne parle pas. Mais elle est bien obligée de parler anglais. Mais non, des écouteurs, il y a des traducteurs, ça marche très très bien, et c'est beaucoup plus clair. Mais là, le pire, c'est que le ridicule est dépassé par le fond. Par Lignamini et le fond. C'est-à-dire que là, avec le maire de Klitschko, le maire de Kiev, M. Klitschko, qu'on n'aime pas, c'est pas le problème. Sa ville est bombardée. Elle vient lui parler de reconstruction en lui expliquant qu'il faut qu'il y ait un plan. Je pense qu'il est au courant, le jeune homme, le monsieur. Et puis surtout, elle lui dit qu'il faudrait passer au vélo parce que c'est bien. Et moi, j'ai pris le modèle de Copenhague. Et quand on voit Paris et l'effondrement de Paris, le plan pour reconstruire Kiev, qui a besoin d'un petit peu plus de reconstruction que Paris, et surtout suggérer le vélo, alors qu'il y a une crise de l'énergie et que les gens ont justement pas de possibilité, de moins en moins en Ukraine, de se déplacer. Et puis donner des leçons de la part de Anne Hidalgo, qui a échoué sur tous les sujets à Paris, c'est un peu inquiétant. Quelqu'un dont la ville est en guerre, c'est quand même assez extraordinaire. Elle proposait le vélo à la fin, ça va vraiment... Mais surtout, ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est que Kiev, avant la guerre, était une ville où la bicyclette, le vélo avait une place très importante, qu'il y avait un plan de circulation très très poussé pour les vélos. Donc c'est aussi une méconnaissance... À Moscou même, il y a plein de... Alors que... On a toujours ce côté un peu occidental de découvrir qu'il y a des escalators en Afrique. Ouais. Oh bon, ils ont l'électricité, mais c'est incroyable. Et oui, donc là, ils n'ont pas attendu d'avoir le vélo, ils ont un problème autre à Kiev qui n'est pas exactement celui d'avoir ou pas Vélib. Vous voyez, quand vous tapez Kiev vélo, il y a un site évidemment qui date d'il y a plusieurs mois maintenant, itinéraire et pistes cyclables à Kiev, la meilleure manière de découvrir la ville. Donc le ridicule, effectivement, est bel et bien là. Sophie, peut-être ça va nous entraîner. Oui, allez-y. Le ridicule aussi. Moi, je suis très inquiète. On disait tout à l'heure, mais alors il faut faire confiance au gouvernement. Je suis absolument stupéfaite en tant que chef d'entreprise. Et c'est même pas une question de position politique ou entrepreneuriale. On est en train de détourner le sens des mots en expliquant aux Français tout le monde doit avoir un dividende. Alors, pardonnez-moi, c'est vrai, il y a des problèmes, il faut augmenter les salaires, etc. Le gouvernement a décidé, alors on ne parle que de super profits, a décidé de taxer comme d'habitude, mais pour enrichir les salariés, on peut comprendre tout ça. Simplement, hier encore, c'était Pascal Canfin, qui est eurodéputé et président de la commission environnement au Parlement européen, a annoncé que, donc on refusait toute nouvelle taxe sur les super profits. D'abord, les super profits, ni sur les surdividendes. Je ne sais pas ce que c'est qu'un surdividende. Personne dans le monde financier ne sait ce que c'est qu'un surdividende. C'est quoi, un surdividende ? Ah ben on ne sait pas. C'est un dividende issu d'un super profit. Enfin bon, je rappelle pour tout le monde, parce qu'il faut quand même le savoir, ce manque de pédagogie que le gouvernement insuffle. Le dividende, c'est la somme qu'on touche quand on a acheté une action en bourse, c'est vraiment ça, et quand l'entreprise a fait des bénéfices. Ces bénéfices donnent lieu à un partage des richesses qui s'appelle le dividende. C'est technique. Et là, en France, on est en train d'expliquer, ah ben non, toutes les sociétés qui font des bénéfices vont donner des dividendes, y compris les PME, les moins de 50 personnes. Comment donner un dividende quand on n'a pas d'action? Comment calculer le prix d'un dividende? Comment une PME peut-elle donner des actions? D'abord, elle peut pas les donner ou les vendre à des salariés. Donc, c'est même pas le partage de la richesse contre lequel je proteste. C'est contre la désinformation et l'absence de pédagogie totale. Enfin, le ministre de Finances doit se retourner la nuit dans son lit en faisant des cauchemars quand il entend son gouvernement parler de... Pardon, oui. Oh, il a fait des sorties de route. Mais le ministre... quand même, non, il sait ce que c'est. Le ministre des Finances actuellement, mais vous parliez de confusion, donc on peut continuer, travaille actuellement sur un projet piloté par l'Élysée, mais dont il est compétent, sur le dividende salarié.
Oui, ce qui est un grand projet du quinquennat. Et il y a une grande promesse de campagne. Donc, à là éthique, aussi, nous travaillons là-dessus. Mais donc ça vous choque moins le dividende salarié? Non, c'est pas ça. Parce que ça aussi, c'est non, quand mais même le dividende salarié, je voudrais juste qu'on réfléchisse. Le dividende est un mot qui a une définition. Donc ils ont inventé une façon de répartir la richesse différente en appelant ça dividende. Donc c'est faux. Mais nous réfléchissons à l'actionnariat salarié. C'est pas du tout pareil. Mais c'est pas le projet du gouvernement. Ben oui, mais c'est la seule possibilité. C'est associer les salariés qu'ils possèdent un petit peu de leur entreprise en ayant des actions. C'est ça, la définition. C'est comme, vous parliez tout à l'heure de réalité scientifique, c'est une vérité scientifique que la définition d'un mot. Donc je veux bien qu'on réfléchisse à l'actionnariat des salariés qui pourront acheter des actions à un prix spécial ou peut-être que le patron pourra en donner. Et puis si l'entreprise fait des résultats... Ouais. Mais ce que le gouvernement prévoit, c'est quoi ? Ah ben je sais pas, c'est incompréhensible. Non mais franchement, tout le monde le pense. Ils sont partis, ils nagent dans une espèce de démagogie. Parce que n'oubliez pas quand même ici, autour de la table, il y en a qui s'en souviendront. Mais ça fait quand même 30 ans qu'on nous dit que c'est une honte qu'il y ait des dividendes. Le dividende, tout d'un coup, la gauche disait c'est horrible. Oui, les dividendes des actionnaires étaient quelque chose qui était le propre des riches. Et c'était, on était contre ça. Et maintenant, on a trouvé une meilleure solution, le dividende pour tous. Ça veut rien dire. Bon, ça veut rien dire. On doit marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Il est 9h27 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. On est avec vous jusqu'à 10h. Je vous encourage à réécouter l'édito d'Éric Revel de ce matin, l'édito économique sur ce sujet. D'ailleurs, on a un tout nouveau site Sud Radio. Je vous encourage à le mettre à jour et à vous abonner également à notre chaîne YouTube. Et allez-y, parce que sur Sud Radio, vous avez tous les podcasts qui sont disponibles sur notre application. Deux petites choses. Vous avez vu cette image qui va faire le tour du monde et qui a fait le tour des médias hier, de ce rat qui sort de la manche d'une femme. Alors tout le monde est tombé à bras raccourcis sur Anne Hidalgo, sauf que c'était à Boulogne. Alors, on va me dire Boulogne, Paris, c'est pas très loin, mais la vérité journalistique nous oblige à rétablir cette vérité. C'était à Boulogne. Alors peut-être qu'elle arrivait de Paris et que le rat est monté à la station Invalide, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais rétablir ça. Et en parlant de la station Invalide, hier, alors c'est un auditeur, Stéphane, fidèle, qui m'a signalé cet article. François Bayrou déchargé de la planification écologique. C'est-à-dire que le haut commissaire au plan, finalement, est écarté et Matignon va s'appuyer sur ses propres équipes. Et je parlais parce que le papier commence comme ça. La vue a beau être splendide depuis son vaste bureau qui surplombe l'esplanade des Invalides et la Tour Eiffel, François Bayrou paraît quelque peu démuni. Donc il avait un magnifique bureau pour accompagner la transition écologique et visiblement, il avait un petit peu de mal et visiblement, on vient de l'exfiltrer en du toute bureau. Discrétion. Bah, sûrement, j'espère qu'il va pas rester dans le bureau quand même. Mais ça démontre deux choses. D'abord que ça rappelle aux Français qu'on avait un commissariat au plan depuis maintenant 2 ans et demi et qu'on attendait toujours que François Bayrou présente ses travaux. On n'attendait pas vraiment. Ça nous déchargera pas beaucoup qu'il soit déchargé de l'écologie. Je peux faire une parenthèse. Il avait remis une note, non pas un rapport, le 11 octobre. Responsabilité climatique, la géothermie de surface, une arme puissante. Voilà, fermons la parenthèse. Donc une note et non pas un rapport. Voilà. Et la deuxième chose, plus sérieusement, ça montre aussi à quel point Elisabeth Borne est en train de prendre en main complètement sa mission, qu'elle recentre ses compétences à Matignon, qu'elle obtient des arbitrages face à l'Élysée, qu'elle fait avancer peu ou prou sa majorité. Et quoi qu'on pense de son programme et de ses idées que je ne partage pas complètement, il faut reconnaître qu'elle fait le job de Première ministre et qu'elle arrive à s'imposer, y compris face à des grands messieurs de la majorité présidentielle tels que François Bayrou. Décharger aujourd'hui François Bayrou d'une responsabilité, c'est pas aussi évident que ça. Oui, mais c'est pas évident. C'est quand même l'homme qui revient. Oui, on l'avait mis là pour des raisons politiques parce qu'il avait soutenu Macron, il a été acheté mis là. Personne n'attendait à ce qu'il produise un rapport. Je pense qu'il a un salaire, un bureau. Oui, mais ça, alors là, si tous les gens qui avaient des salaires et des bureaux étaient utiles, on serait content. Celui qui a dit c'est plus une note qu'un rapport, c'est Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Donc, pardon, ça la fout mal si on parle un peu trivialement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression qu'Elisabeth Borne est en train, effectivement, de marquer vraiment son territoire et de faire le job, comme Nicolas l'a dit. Et ça consiste en quoi, là ? Je ne comprends pas ce qu'elle fait là, actuellement, Elisabeth Borne, de particulièrement utile. Elle fait un peu le ménage. Je pense on a l'impression qu'elle prend
comprend. Enfin, c'est une première ministre qui parle en tant que première ministre, qui se laisse pas manger la laine sur le dos par ses ministres, qui met un peu d'ordre. Je pense que le déjeuner avec Nicolas Sarkozy n'était pas tout à fait anodin non plus dans ce sens-là. Et la façon dont elle a géré aussi ces 49.3 à l'Assemblée, de façon assez remarquable. La façon dont aujourd'hui elle propose, on va en parler tout à l'heure, le port du masque sans l'imposer pour l'instant, et je pense que son idée n'est justement pas de l'imposer. Tout ça me semble très intéressant dans sa façon de gouverner. Oui, voilà, je voulais juste vous le signaler. Et puis, bon, un coup de cœur pour le peuple iranien. On en a parlé hier, mais à nouveau encore. Écoutez, c'était hier soir dans les rues de Téhéran. Donc l'équipe d'Iran a perdu face aux États-Unis et il y a eu des manifestations de joie en disant les États-Unis, on est avec vous. Enfin, ce sont des scènes qui auraient été inimaginables il y a quelque temps, et un peuple courageux. Je sais pas, Georges, ça... Non, vous êtes complètement de marbre. Non, si je suis non, mais si. Moi, j'ai soutenu dès le début les manifestations et totalement contre le port du voile ici et là-bas, et depuis très longtemps on soutient tous ceux qui se battent pour leur liberté, en particulier en Iran. Donc c'est magnifique ce qu'ils font, mais la pire chose qui puisse arriver à l'Iran, c'est que les États-Unis mettent leur nez dedans, et je suppose qu'ils ont déjà pas mal de gens qui sont là-bas pour essayer de transformer l'essai à leur avantage. Et peut-être ces jeunes qui manifestaient ont oublié un peu leur passé, le renversement de Mossadegh en 1953, le Shah soutenu par la CIA avec des massacres horribles, qui a fait que justement sont arrivés au pouvoir soutenus par les jeunes de l'époque, les mollahs. Donc voilà. Moins les États-Unis se mêlent d'affaires internationales, mieux les gens se débrouillent, et c'est leur pays, c'est leur révolution, et en avant. Voilà. Vous parliez de voile. Moi, il y a une information aussi qui a retenu mon attention, c'est cette femme à Hendaye, restauratrice, qui avait refusé l'entrée de son restaurant à une femme voilée et à sa fille. Elle a été condamnée hier par le parquet de Bayonne à 600 € d'amende pour des propos jugés infamants, mais un stage de citoyenneté. Moi, c'est le stage de citoyenneté qui m'interpelle un peu. Je trouve pas normal, en tout cas, qu'elle ne laisse pas rentrer une femme. Ça, je suis d'accord. Qu'elle ait été condamnée parce qu'on a le droit de porter de voile, mais le stage de citoyenneté me semble... ça permettra peut-être de lui rappeler les termes de la loi de 1905 sur la liberté de conscience. D'abord, je ne savais pas que ça existait, un stage de citoyenneté. Il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être en suivre alors. Mais voilà, bon, effectivement, ça ne veut rien dire. Ça devrait être obligatoire, enfin. Le stage de citoyenneté, mais à tout le monde, les stages de citoyenneté. Alors, on en a besoin. Hein. Non, quand on voit déjà la nullité en général des travaux d'intérêt généraux et comment c'est mené, j'imagine que le stage de citoyenneté, ça doit être une réunion dans une salle de préfecture avec quelqu'un qui lit de manière un peu désespérante un texte de loi, puis voilà, merci, c'est signé. Revanche, au revoir, récupérez vos 3 points. Des cours un peu plus fournis dès le primaire, ça serait peut-être pas mal. Ce serait pas mal. Cailleux, Colère, McKinsey, les affaires autour d'Emmanuel Macron. Alors Caroline Cailleux a cru pouvoir, en démissionnant, échapper, pas à la justice, mais en tout cas essayer de ménager un peu les choses. Visiblement, il y a des infractions qui ont été... Mais comment c'est possible? La question, c'est comment est-ce qu'on accepte d'être ministre? Comment la haute autorité pour la transparence de la vie publique réagit 6 mois après? Enfin oui, c'est ça, c'est pratiquement 6 mois après sa nomination. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions sur l'affaire Caroline Cailleux. Nicolas Corateux. Il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est toujours compliqué de voir des ministres qui n'appliquent pas la loi qui est votée, quoi qu'on pense de ce dispositif. Et moi, je peux être assez critique sur le dispositif de la HATVP. Oui, absolument. Mais ça, c'est un sujet qui appartient au législateur. Une fois que la loi elle est votée, les ministres l'appliquent. Et je pense qu'on peut être toujours très surpris. Ça a été le même cas avec Nicole Belloubet quand elle était ministre. Qu'on a des ministres qui oublient une partie de leur patrimoine. Alors, c'est vrai que je pense que c'est très choquant. Je pense que c'est pas tant le fait qu'elle n'ait pas déclaré, c'est cette idée qu'on puisse oublier, et qui peut être choquant. Et effectivement, quand on commence à comprendre qu'on oublie quasiment de déclarer des 2 millions d'euros de patrimoine, enfin, moi, si je fais le compte de mon patrimoine, je vois à peu près ce qu'il faut déclarer. Et malheureusement, j'ai pas les moyens d'en oublier une grande partie. Non, donc, en revanche, l'estimation, on peut discuter. Parce qu'on dit, on les met maintenant en examen parce qu'ils ont sous-estimé. Oui, mais enfin, Sophie, quand vous avez un immeuble et que vous avez vendu un appartement à un certain prix, mettons que vous l'ayez vendu 2 millions d'euros ou 4 millions d'euros. On ne peut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas savoir que votre appartement à vous ne
vaut pas le même prix. Oui. C'est là-dessus qu'elle est épinglée. C'est-à-dire que sous-estimer son bien, pourquoi pas, mais quand vous avez vendu le même appartement dans le même immeuble, le double de ce que vous avez, oui, le triple... Non, mais c'est très mal, c'est idiot, c'est nul, parce que un ministre doit être exemplaire. C'est pas un crime. Et peut-être que... C'est pas un crime. Ouais, c'est pas un crime, mais c'est une infraction. Ah, si, c'est un crime. Peut-être qu'il faut préciser deux choses. D'abord, la La première prise. chose, c'est que la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence dans la vie publique, l'avait relancé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que ça ne date pas d'il y a un mois. Oui. Ça fait plusieurs mois que la Haute Autorité attend des précisions. Donc ça, c'est quand même un sujet important. La deuxième chose, c'est que, pardonnez-moi, mais enfin, encore une fois, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, d'y échapper. Si ça leur plaît pas, ils vont pas dans les ministères. Mais surtout, quelle est leur bêtise? Ils savent qu'ils vont se faire piquer. Dès qu'ils sont ministres, on se jette sur eux. Ils savent qu'ils vont se faire piquer en plus. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Justement, moi je suis étonné que les gens soient surpris. C'est l'impunité totale. Ce gouvernement, vous ne pouvez pas dire ça. Emmanuel Macron lui-même, et je pense que plusieurs le pensent, moi je le dis, il n'y a aucun problème, est dans un pacte de corruption généralisé. Ces gouvernements comptent le plus de mise en examen. Depuis l'affaire Benalla jusqu'à l'affaire Collère, qui est quand même délirante. L'affaire Collère, quand vous regardez qu'est-ce que c'est des années d'un haut fonctionnaire qui couvre des services rendus à une multinationale dont il fait partie, qui appartient, enfin dont il est dans sa famille, dont il est lié par sa famille. Et le président le couvre. Le même président qui avait vendu Alstom, on se demande bien pourquoi, à General Motors, et qui avait inondé toute la place de Paris en communication, y compris McKinsey, qui se retrouve avec l'affaire McKinsey aujourd'hui. Bah, ça s'appelle... Alors, je pense que d'abord c'est assez confus là. Laissez terminer. Il n'y a rien de confus. On a un record de nombre de ministres qui sont soit mis en examen. 11. Je vous rappelle que M. Macron, c'était la République exemplaire. Ouais. Il disait même en 2017, si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Là, c'est tout le contraire. Et je trouve que cette pauvre dame... Il a eu l'audace de dire, Alexis Collard n'est pas ministre. C'est pas un acte de corruption, c'est moins grave. Elle n'a pas déclaré. Bon, mais comme le dit mais quand même, c'est pas un crime, d'accord. C'est la loi, donc ça s'appelle un crime si on respecte pas la loi. Et la prise illégale d'intérêt d'Alexis Collard. En allant aussi loin que ça, il y a peut-être des coupables, d'abord on verra. C'est pas jugé. Ensuite de ça, on est dans un tel système de pseudo-virginité, anticorruption, etc., que plus personne ne pourra être ministre. Si vous avez une expérience dans les affaires, vous êtes flingué. Si vous avez votre père qui a eu des actions... Non, mais on ne peut plus aujourd'hui... Non, mais je ne mélange pas tout. Votre père qui a eu des actions, c'est passé... C'était le cas de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il n'y a pas d'infraction, c'est comme ça. D'accord, mais on en a fait un plat pas possible et tout le monde pense qu'il y a eu infraction déjà. Bon, on en a tellement parlé. Et ensuite de ça, je crois que c'est complet. Là, vous citez, il y a plusieurs cas que vous citez qui sont très différents. Ah oui, il faudrait une heure rien que pour citer les cas. Ouais. Bah oui, mais je suis pas du tout sûre qu'il soit coupable. C'est complexe. Qu'est-ce qu'on fait en politique? Est-ce qu'on doit n'avoir rien fait dans le monde des affaires? Parce que c'est ça le sujet. Mais quel rapport? Je pense à McKinsey. Bon, on a pris McKinsey. On prétend que c'est des services. Oui. Enfin, il faut examiner, voir s'il y a eu. On examine. Attendons. On examine effectivement. À partir du moment où la justice met en examen, c'est qu'il y a quand même. Parce que tout le monde se précipite pour dire oh là là, regardez, le canard enchaîné le sort. Non, mais la justice n'est pas oh là là, regardez. La justice, mais pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée. Concret, elle ne s'est pas encore prononcée. Mais moi, je pense au rapport parlementaire de M. Marlex, qui est très sérieux, qui est quand même député, qui a reçu le prix de l'homme le moins politique, le moins corrompu, et qui a fait... c'est extraordinaire d'avoir un prix du moins corrompu. Non, mais... ça, c'est drôle. Le prix c'est intéressant, Voilà. Et qui est président du groupe LR à l'Assemblée nationale, donc c'est pas n'importe qui a fait le rapport parlementaire sur la vente d'Alstom. Je vous invite à le lire. Bien sûr. On est dans la haute trahison, et je ne sais pas si ça sera ce sujet un jour, mais on est dans une affaire de corruption massive. Quand ça passe, eh ben, tout passe. Réellement, si ça passe, vraiment, pour faire ce que vous voulez. Par rapport à ce que dit Sophie, je pense qu'il faut pas confondre l'exigence de transparence et de vérité et d'exemplarité qui est absolument nécessaire de la part des politiques, qu'ils soient d'ailleurs ministres ou pas, parce qu'à partir du moment où ils sont élus, où ils briguent cette investiture, etc., et le suffrage des Français, ils doivent être exemplaires. Ça n'empêche en rien d'avoir exercé des fonctions, d'avoir
reçu des dividendes pendant des années, etc. La problématique là qui se pose, par exemple, sur cette histoire d'appartement, c'est pas qu'elle soit propriétaire d'un appartement qui vaut 4 millions d'euros, c'est qu'elle ait dit que cet appartement valait 2 millions d'euros, ce qui est un sport national chez les gens qui ont du patrimoine. C'est général, à cause de l'IFI. Sous-estimer le patrimoine. Mais comme elle est ministre, effectivement, voilà, elle n'avait pas à dire ça. Garder aujourd'hui Alexis Collère comme secrétaire général de l'Élysée, c'est absolument scandaleux. De quoi l'accuse-t-on précisément? C'est incompréhensible en plus. Alexis Collère, il est soupçonné d'avoir participé à 8 délibérations concernant l'armateur MSC qui est lié à sa famille. Voilà. Donc, ça veut dire quoi lié à sa famille? Lié à sa famille, ça veut dire que sa famille c'est insupportable. Sa famille est propriétaire, une partie de sa famille est liée à cette société, Mediterranean Shipping Company, et donc il a participé à des décisions qui étaient visiblement favorables. Il a fait à chaque fois des interventions en faveur de prise cette illégale. entreprise. Il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Que Emmanuel Macron ne se rende pas compte qu'il est absolument déplorable et extrêmement dommageable pour lui, pour le gouvernement, pour la politique en général, de conserver cet homme à son poste. Alors, quel dossier Collère a-t-il sur Macron pour que Macron ne puisse pas s'en défaire à ce point-là? Mais à un moment, on disait tout ministre mis en examen doit démissionner. Ça n'a jamais été le cas. Et alors, il a dit c'est pas un ministre. Mais non, ça c'est pas 9h44 sur Sud Radio. On se retrouve dans un tout petit instant. Restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous, nous commentons l'actualité. On essaye de se mettre d'accord avec Sophie de Menton, Pascal Bataille, sur quelque chose. Nicolas Corato et Georges Kuzmanovic. Alors, on peut avoir de l'argent, le tout c'est d'être honnête. Oui. Et de partager un peu. Voilà, et d'être un peu honnête. Alors, le président de la République nous avait dit qu'il n'y aurait aucun risque de coupure d'électricité, que nous serions autosuffisants. Visiblement, le gouvernement commence à s'inquiéter. RTE renvoie à des risques de tensions sanitaires, des tensions sur le réseau électrique. Et hier, c'est Olivier Véran, donc porte-parole du gouvernement, qui a prononcé cette phrase: il faut décaler le sèche-linge, baisser les plaques pour éviter les coupures d'énergie. Un discours qui a été beaucoup moqué sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il est dans son rôle? Est-ce que c'est au gouvernement de dire les choses de cette manière-là? Beaucoup trouvent que c'est infantilisant. Je pense que les gens d'eux-mêmes sont pas si sûrs non plus. Non, les exemples sont idiots. Les exemples sont idiots. D'ailleurs, qui a un sèche-linge, pardon. Enfin, c'est pas. Décaler l'heure du sèche-linge. Non, mais ce qui est très grave, c'est que j'ai été, il se trouve, déjeuner à l'Assemblée nationale il y a pas longtemps, dans le cadre de mes fonctions. C'était un déjeuner très simple, je le dis. Mais j'ai été outrée dans tous les bâtiments publics par les lustres et par vraiment. Et je veux pas faire c'est pas facile, mais l'éclairage. Je veux dire, c'est inimaginable. Je l'ai même dit à ce déjeuner dans la salle à manger. J'ai dit, mais enfin, c'est pas possible. On peut quand même un peu éteindre. Voilà, on peut pas donner quand même. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais vraiment là, ça m'a choqué. Pour que ça me choque. Je pense que les Français sont concernés par leur facture d'électricité, donc ne serait-ce que même si l'écologie, l'énergie ne les intéresse pas, ils voient que leur. Je vous rappelle ce que je dis. Mon libraire, vous avez vu que les charcutiers hier les bouchers ont manifesté. Vont faire grève. Les chambres froides. Mon libraire a sa facture d'électricité qui va passer de 9 000 à 36 000 euros. Donc il y a un moment où il va être aidé un peu plus, là, c'est bien de sortir. Mais d'ailleurs, les Français, ils n'ont pas besoin d'écouter M. Véran leur donner des conseils de gestion d'énergie. Concrètement, les chiffres le prouvent, la consommation d'électricité a baissé de 15% en France. Alors, les experts attribuent 10% de cette baisse, enfin 10% pour le climat, mais 5% de sous-consommation par rapport à une moyenne habituelle. Donc les Français... Le bon sens populaire. Moi, ce qui me moque beaucoup dans les communications gouvernementales, c'est cette présomption d'immaturité. C'est-à-dire que le gouvernement parle à la population comme s'il présumait que nous étions suffisamment immatures pour faire n'importe quoi, que nous étions des irresponsables par nature, et qu'il faut nous dire les choses. D'abord, il faut arrêter de parler avec des mots qui veulent rien dire. Arrêtons de parler de délestage, de je ne sais quoi, de report. Bon, est-ce qu'il y aura des coupures en janvier? Oui, c'est possible.
est-ce qu'on va pouvoir s'organiser ? Bah oui, on s'organise. Qu'est-ce que ça va générer ? Bah, il faut préserver les systèmes de sécurité, il faut que les appels d'urgence puissent être possibles. Si le sujet, c'est juste qu'entre 18h et 20h, on peut pas allumer sa télé pour regarder Cyril Hanouna, moi je suis preneur. Et allons-y. Mais disons-le clairement. Je crois qu'ils ne savent pas. Je pense Nicolas, il faut ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous garantisse sur le fonctionnement normal de la société dans ce qu'elle a de vital. Pour le reste, laissez-nous faire, on s'organise. On s'est très bien organisé pendant le Covid. Vous avez parfaitement raison. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, le gouvernement patauge. Ils ne savent pas s'il y aura des coupures. Ils ne savent pas. Je dirais. Et donc, ils essaient d'aller dans tous les sens. Mais non, ne croyez pas ça. Quand vous les voyez de près, ils ne savent pas. Nous avons un ingénieur, un de nos ingénieurs du nucléaire. Depuis le mois de mai, ils réfléchissent à un plan à la demande du gouvernement. Ça, c'est normal de réfléchir. Quels bâtiments publics vont être débranchés à l'hiver. Donc ils savent très bien qu'on va arriver là. En fait, non, mais la réalité, elle est méta, la réalité. On est dans une situation où on fait une course contre la Russie. Qui va craquer le premier ? C'est ça qui se passe. C'est vrai. Et le gouvernement fait ça. Vous savez très bien que les dépenses d'énergie, la consommation d'énergie, c'est surtout les entreprises. Et que c'est là que c'est une catastrophe, vous l'avez dit, pour les PME, comme les grandes entreprises. Certains ferment. C'est pas le décalage de lave-vaisselle ou lave-linge qui est complètement ridicule. Mais ça permet de masquer ce grand autre problème. Et là, on va droit dans le mur, ils le savent très bien, parce que visiblement, l'économie russe souffre, mais va tenir, en tout cas en termes d'énergie, et que nous, on est dans la panade. Avec les Allemands, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'autre problème, c'est que les Français ne le savent pas. Nous revendons de l'électricité aux Allemands, c'est n'importe quoi. C'est eux qui nous renvoient de l'électricité le soir, mais nous, on leur envoie du gaz. Parce qu'on avait réussi à faire 97% de réserve. Les Allemands, ils étaient arrivés que à 63%. Or, c'est l'industrie allemande qui tient l'industrie européenne. Si elle craque, la Deutsche Bank tombe, et là, c'est une catastrophe généralisée. Donc, mais on va vider nos propres réserves un jour. Et on va se retrouver dans une situation où elles ne sont pas remplies, puisqu'on n'en ramène que 60% des 100% de gaz qu'on avait avant. Donc, sur le long terme, ça va être difficile. Et malheureusement, comme l'a annoncé le Financial Times, on va avoir un hiver qui manque de bol. On va servir la Russe parce qu'il est froid. Est-ce que Pascal Bataille peut parler ? Non, mais moi j'écoute avec attention ce qui vient d'être dit. Je partage évidemment la sagesse de ces propos. Je pense qu'on masque par du vent effectivement une absence à la fois de vrais discours et de choses à dire avec ces conseils qui prennent les Français effectivement pour des gens totalement immatures et stupides, et on masque aussi un manque total de transparence et de franchise, et c'est la même chose que ce qui s'est passé pour le Covid. Est-ce que c'est un manque de transparence? Non, c'est de l'incompétence. On sait qu'il y aura des coupures, on le sait, mais on n'ose pas encore nous le dire. Non, attendez, on est un mouvement patronal, pardonnez-moi, on va voir sans arrêt les ministres, les dirigeants, on leur apprend, on est stupéfait. Parce qu'il faut savoir comment c'est organisé. Vous avez un ministre qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la fonction qu'il occupe dans son passé professionnel. Oui. Vous avez ensuite des fonctionnaires, vous avez des cabinets qui sont, on est directeur de cabinet, d'un cabinet on passe à un autre ministère. On leur apprend ce qu'il en est, le nombre d'entreprises qui vont fermer, la problématique, pourquoi est-ce que le nucléaire n'a pas repris, etc. On leur dit... non, mais ils ne savent pas. Oui, mais ça, et je pense qu'ils ne sont pas capables. D'ailleurs, vous allez voir, j'espère que ce sera le cas. Ça dépend si l'hiver est très froid ou pas. Ça dépend d'énormément de choses. Donc bon, je pense que le complotisme... avaient un plan B. Ils ont dit, en cas de scénario catastrophe, on a un truc prévu. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Bruno Le Maire annonçait qu'il n'y aurait pas de chiffre d'inflation. Il n'y aurait pas d'inflation à 2 chiffres. Oui. 3 à 4 mois, vous vous souvenez? Bon, c'est une farce, tout le monde le savait. On est arrivé, comme vous l'avez dit, à des 20-25% sur certains produits. On est à 10 en réalité, en moyenne. On vous prévoit que l'inflation s'arrêtera dans un... Si vous écoutez les économistes, on est libre de ne pas les croire, mais si vous écoutez les économistes, il n'y a plus d'inflation dans 14 mois. Oui, bien sûr. Mais il couvre... D'ailleurs, en novembre, sur un an, elle est retombée à 6,2%. Oui, absolument. Donc, on a du mal aussi à prévoir. Mais oui, voilà. On ne peut pas être complotiste tout le temps. C'est pas... Non, mais de dire, ils nous mentent, ils font ça pour des... Non, est-ce que Véran était très bien fait? Voilà. C'est pas être complotiste que dire qu'il y a eu un manque de courage politique. Non, je suis d'accord. Un manque de transparence. Fini, 9h56 sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve pour l'émission Média. Merci à tous les 4. J'ai fini. Merci.